Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Aussi discret que prolifique, vous menez depuis près de 6 décennies une carrière au cours de laquelle vous n'avez jamais cessé de montrer la palette de vos talents, et pas seulement parce que vous habitez dans un village célèbre pour ses peintres. Bonjour Georges Chelon. Bonjour. Alors, depuis le temps que les fans me réclament une émission avec Georges Chelon en disant pourquoi il vient jamais à la radio, c'est vrai que vous êtes très discret dans les médias. Comment ? Vous êtes très discret dans les médias. C'est pas que je veux dire. Oui, quand on me demande, je réponds présent, voilà. Pas de problème. Alors là, l'occasion, c'est un nouvel album, La Rencontre, dont on va parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est également d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 2 mars 1965. C'est votre première télé dans une émission qui s'appelle Vient de paraître, et vous chantez ceci. Les boutons s'en sont allés, le mal a fait son entrée dans pointu les mains bien façonnées. Fini les plats. 15 ans et plus, une chanson. Alors curieusement, quand on regarde l'émission, c'est pas le même rythme que l'enregistrement. Oui, oui, il y a des moments, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Il y a des chansons qui ont plusieurs, qui évoluent avec le temps, quoi. Qu'on fait trop vite en fin de compte. On les enregistre trop vite et après on se rend compte que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait la faire. À moins qu'on se trompe ou d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas. Voilà. Cette émission, vous vous en souvenez, c'était oui. René Legrand, speakerine de la deuxième chaîne, qui la présentait. Oui, je me souviens, oui. Et c'était votre premier 45 tours. Ah oui. J'avais fait un 45 tours, c'était fin 64. Et je crois que cette émission, j'étais arrivé en retard même. Oui. Ah bon ? Oui. Donc c'était ma première émission, c'était déjà un signe. Alors, au départ, Georges Chelon, vous ne vouliez être artiste, mais pas forcément chanteur. Oui, je savais pas trop ce que je voulais être. Je faisais sciences politiques, j'avais une idée, je me disais peut-être journaliste. Mais je voyais un peu le journalisme, un peu avec, bien sûr, grand reporter, quoi. C'était pas du tout... Et puis, non, je traînais un petit peu, j'étais un peu à la rue, quoi. Vous êtes né à Marseille, mais vos études, vous les faites à Grenoble, je crois. Oui, parce que bon, il y a eu pérégrination de la famille, la fin de guerre, tout ça, on s'est retrouvé à Grenoble. Bon, j'ai eu du mal, j'ai été au lycée, puis après j'étais à Lyon, puis je suis revenu au lycée. J'ai eu mon bac très tard et effectivement, j'ai fait Sciences Po. J'ai pas osé faire médecine. Oui. J'ai pas osé. J'aurais bien aimé, parce que ma force, c'était plutôt tout ce qui était sciences naturelles et tout ça. Hein. Ça, j'aimais bien. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est trouvé. Enfin, je sais que j'ai été en vacances avec mes copains en Espagne. En Espagne, j'ai acheté une guitare. Oui. Comme on achète une tour Eiffel si j'avais été à Paris, quoi. Donc, j'ai acheté une guitare. Et ça a été ça a été le coup de foudre, enfin la rencontre. Tout ce que j'avais, j'écrivais déjà des petits poèmes, des choses comme ça. Et le fait d'avoir une guitare, d'un seul coup, ça m'a aidé, quoi, parce que j'avais des choses concrètes que je chantais. Et en 66, 64, 65, je sais pas, 64. En mai 64, il y a un concours à Grenoble. Oui, à la foire de Grenoble. La découverte de la chanson. Voilà. C'est un concours je crois que les bâtiments à l'époque sont modestes. C'est le parc Paul Mistral. Il y a une foire et puis vous décidez de vous inscrire à cette foire avec l'accord de votre mère, je crois, Georges Chelon. Non, je me suis pas inscrit. C'est ma mère qui m'a inscrit. Ah, carrément. Sans le savoir. Elle croyait en moi déjà. Elle croyait, c'est ma première supporter. Et elle m'a inscrit. J'y suis allé. Bon, j'ai chanté avec ma guitare. J'avais 2-3 chansons. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer avec René Vanesse, qui était directeur artistique à Pathé Marconi. Oui. Et il m'a pris sous sa coupe, voilà. Puis c'est comme ça que c'est parti. Et vous avez gagné ce concours en plus. Oui. J'ai battu le gars qui chantait Old Man River. Oui. Le ténor de service. Oui. C'était, voilà, j'ai des photos encore de cette première manifestation. Donc vous montez à Paris, Georges Chelon. En 4 chevaux, oui. Oui, en 4 chevaux. Oui. Et vous enregistrez cette chanson. C'est l'heure de nous aimer. Ouais. C'est l'heure de se donner. Viens et n'aie pas peur. Rendez-vous ce soir. Alors, on est quand même en pleine époque yéyé. Oui, là, ça fait un choc. Oui. Je trouve qu'il y a la voix que je prenais très... on sentait bien que j'y croyais, quoi.
Non, mais en plus, vous détonnez par rapport à l'époque. Et finalement, ouais. et on ne s'empêche pas les directeurs artistiques. Il y avait quand même eu, il y avait Adamo qui était passé par là. Oui. Il y a Adamo, il y a Denis Scudero. Il y avait quand même déjà toute une marge, une chanson, enfin un texte si on veut, quoi, qui existait. Donc non, j'arrivais pas le premier. Mais il y avait ce qui s'est passé, c'est le décalage qu'il y avait entre ce que je chantais et mon physique. Oui. Parce que j'étais vraiment je suis encore très jeune, mais je suis encore beaucoup plus jeune. Et il y avait un décalage, et c'est ça qui était un peu qui a interloqué et qui a interrogé les gens, quoi. Enfin, qui a fait que ça marchait, quoi. D'ailleurs, je crois que Denise Glaser, dans une émission, était surprise par votre jeunesse. Oui, je me souviens des questions. Qui êtes-vous, Georges Chelon? Et j'ai eu du mal à répondre. Je ne savais pas qui j'étais. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais des chansons. En même temps, elle voulait vous consacrer une émission de 26 minutes et on lui a donné l'ordre ce jour-là de vous accorder 5 minutes, pas plus. Oui, ça a été bref, oui. Je me souviens de l'échelle avec le spot qui... Oui, ça a été bref, oui. Et puis ça vous a étonné, ça vous a pas découragé? Non. J'étais pas très doué pour ça. Je me souviens même la première émission vient de paraître, j'avais été, et puis j'avais apporté mon disque. Je me souviens, il pleuvait beaucoup et on m'avait ouvert. Je sais plus comment elle s'appelle, la dame la présentatrice, puis qui me dit René Legrand. Voilà, mais c'est pas lui qui m'a ouvert. Et elle m'a dit qui êtes-vous? Je dis je viens porter un disque et puis je suis reparti, quoi. En fin de compte, c'était très bref. Non, donc oui, mes premiers pas, même après, j'ai eu des difficultés avec. Comment s'appelle, Guilux, je crois. Ah oui, Guilux voulait pas de vous? Non, il voulait pas de moi. Il traînait les pieds. J'ai fait une paire prodigue et c'était un peu long, donc il m'a demandé de la couper, couper la chanson. J'ai dit oui à la répétition et le soir, évidemment, j'ai chanté tout. Il avait trouvé le moyen de mettre en concurrence deux chanteurs. Donc il y avait moi et il y avait on aurait dû réviser mes trucs Delpech, Michel Delpech qui chantait chez Lorette, et on était tous les deux en concurrence, et le but c'était celui qui gagnait, enfin qui avait plus de réponses positives des gens, des éditeurs, passer pour l'émission suivante. Oui. Et entre les deux, il y a eu Noël. Puis comme j'avais pas de réponse de Guilux, je me suis dit qu'il était fâché parce que j'avais chanté trop long. J'étais chez ma mère, on était à la maison à Grenoble, et je regardais la télévision, et puis je m'aperçois que, évidemment, je n'y suis pas, et qui dit Georges Chelon a préféré passer son Noël avec sa famille, donc en ayant pris Delpech, Michel, quoi. Voilà. C'était déjà sympa. Ça fait trois apparitions difficiles pour moi. Et il y a eu aussi un concours à Rennes, je crois, où vous avez gagné votre poids en orange. En orange, voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas, c'était le grand prix de la chanson de Rennes, et le premier prix, c'était des oranges. Oui. J'avais une 4 chevaux, j'ai rempli ma 4 chevaux, le coffre d'orange. Je ne pesais pas lourd à l'époque, hein. Beaucoup moins que maintenant. Et à l'époque, il y avait aussi les cabarets où vous pouviez vous produire, Georges Chelon. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait surtout chez Georges, rue des Canettes. Oui, un tout petit cabaret-restaurant. Oui, on chantait dans la cave. J'y suis allé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est à vendre parce que maintenant, ils ont des problèmes pour personnes handicapées. C'était pas pour accéder à la cave, c'était vraiment casse-gueule, quoi. C'est le cas de dire. Et on chantait en mettant le pied sur une enclume. Oui. Mais voilà, c'était Jean Fasca qui passait. Il y a d'autres. J'ai pas fait très longtemps et j'ai fait à l'envers, si on veut, parce que normalement, on fait des cabarets. On faisait des cabarets et on essayait qu'un directeur artistique ou autre vous remarque pour accéder au disque, quoi. Mais moi, j'avais déjà fait mon premier disque, quand je commençais à faire du cabaret. Donc, c'était un peu renversé. Donc, je n'avais pas fait très longtemps. J'avais fait un an et demi, quoi. Et il y a une émission de télévision d'Albert Resner qui s'appelle Moins de 20 ans, où on demande aux jeunes ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors, les métiers, c'est la mode, la coiffure, la chanson. Et comme exemple de chanson, il y a Beko, France Gall et vous avec cette chanson. T'as beau dire, t'as beau faire, t'inventer des chimères et sourire dans tes rêves. Lorsque tu te réveilles, t'as beau dire et beau faire, ta vie ne vaut vraiment pas cher. C'est vrai que, encore une fois, avec France Gall... C'était pas gai. Non, mais il y avait déjà un public pour ça. Ah oui, j'avais un gros public. Oui, non, mais je suis rentré dans une brèche, quoi. Ou alors je me suis fait une brèche. Enfin, je me suis fait... Mais même, c'était pas des chansons très évidentes, parce que la plus évidente, c'était Père Prodigue, qui est arrivé un peu plus tard. On va évoquer tout à l'heure, oui. Mais les premières chansons du premier disque, c'était lourd, quoi. Oui, mais en même temps, on vous considère comme un autodidacte de la poésie et de la musique. Ouais.
Mais j'étais pas... C'est arrivé comme ça. On me dit, bon, c'était du Brassens et tout. Pas vraiment. Moi, j'étais pas du tout dans... J'aimais bien Brassens, mais j'étais pas un fou de Brassens. J'aimais bien sa structure, enfin sa rigueur. Mais c'est plus tard que j'ai découvert vraiment Brassens. Au départ, j'avais pas du tout de... J'avais rien en tête, quoi. Même la première réflexion que je me suis faite quand j'ai commencé à chanter, c'est, j'ai dit, tiens, il y a Salvatore Adamo qui est passé devant. Pour moi, j'étais un peu dans sa mouvance plutôt que dans la mouvance de Brassens. Et puis un soir, vous regardez un épisode de Belle et Sébastien à la télé, dans la neige. Voilà, oui. Et Belle dit, Sébastien, inversement, dit, où tu me mènes, dit. Et là, j'ai fait Prélude. Voilà. Et cette chanson, Prélude, ça a été aussi un prélude au succès. Oui, oui. Oui, bah, j'ai enchaîné pendant 3-4 ans, enfin plus même. Je faisais que des tubes, quoi. Voilà. Eh ben, on va parler de l'un d'entre eux dans quelques instants, à travers une autre date, le 16 juin 1969. À tout de suite sur Sud Radio avec Georges Chelon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Georges Chelon, très peu présent dans les médias, mais quand on l'appelle, il est là, pour le plaisir de ses fans qui vont me téléphoner, m'envoyer des mails pour me dire quand est-ce qu'il vient. Eh ben, il vient avec son nouvel album La Rencontre, dont on va parler tout à l'heure, et j'ai retrouvé une date étonnante, le 16 juin 1969. Ce soir-là, vous présentez le magazine féminin en chanson. Écoutez. Voici le magazine féminin, une émission de Maïté Céleri et de Sanois que je vous présente de chez moi ce lundi 16. C'est quoi? Et ben voilà. Ah oui, je ne reconnaissais pas les paroles de ma c'est vous qui avez écrit ça. Il paraît, ouais. Oui. Vous présentez le magazine féminin. Ah, ça, je savais plus, je ne me souvenais pas de ça. Maïté Céleri de Sanois a fait ce magazine de 1952 à 70. On parle de couture, de cuisine, de ménagère. Dans cette émission, on dit comment fabriquer un poncho, comment faire des artichauts farcis à la provençale, et vous présentez tout ça. Ah. C'est une face cachée de ma carrière. Vous en souvenez pas? Pas tellement, non. C'est curieux. Ça m'a pas marqué. Voilà. Mais pourtant, les femmes à l'époque, c'est votre public, Georges Chelon. Complètement. Un public d'étudiants, de jeunes, d'étudiants et d'étudiantes. Et ça a été un petit peu le souci quand on y viendra, c'est quand ces étudiants et étudiantes sont passés à la vie active, quoi. Ils m'ont perdu de vue et bon, est arrivé 69, enfin il y a tas de choses qui sont arrivées. Mais à l'époque, si vous recevez un courrier volumineux, il y a une fan qui vous écrit toutes les semaines pour vous raconter sa vie. Ouais. Bah oui. Comment on fait dans ces cas-là pour répondre? On répond pas. Non, on peut pas répondre. Non, je me souviens, c'est pas possible. Elle a dû continuer après, je sais. Mais c'est curieux parce qu'on est en pleine époque yéyé, donc Sheila, Claude François, Johnny, oui. Sylvie, et là, ces jeunes femmes s'intéressent à vos chansons. Oui, mais peut-être qu'elle est, en ces temps, reculée, les radios n'étaient pas aussi divisées, sectaires, enfin, elles étaient ouvertes à tous, on pouvait écouter Johnny Hallyday, les yéyés, moi, c'était pas un problème, c'était varié, la musique était variée. Donc, j'avais une place, il y avait une place pour Brassens, il y avait une place pour moi, tant mieux, pareil. Il y avait une place pour Léo Ferré, il y avait une place pour Ferrat, pour ce genre de chansons françaises, quoi, on disait, voilà. Voilà. Et une chanson française, justement, que vous avez évoquée, qui a eu un immense succès, c'est celle-ci. Ah, te voilà, toi. Je peux pas bien dire que je te reconnaisse. J'étais vraiment un fleur de jeunesse quand tu nous as laissé tomber. Laissez tomber. Mais pour le peu que je me rappelle de la tête que tu avais, ça t'aurait plutôt profité, ce petit séjour à l'étranger. Alors, Le Père Prodigue, c'est une histoire vraie. Ouais, c'est mon histoire, oui. Alors bon, c'est un petit peu comme... les chansons, elles viennent parce qu'elles sont en nous, et puis il faut un petit détail pour déclencher, enfin, c'est ce que je pense. Et là, j'avais rendez-vous pour mon premier disque avec Roland Vincent, qui était le musicien de Delpech, Michel Delpech, il habitait à Saint-Cloud, et j'arrive en retard, parce que je ne trouvais pas me garer déjà à l'époque. Donc j'arrive en retard, je sonne, et il ouvre, il dit « Ah, te voilà, toi ». Bon, comme ça. Et on parle du disque, il va faire les orchestrations, tout ça. Et je rentre le soir, et j'habitais à Suresnes, chez des personnes qui me prêtaient leur cave.
Voilà. Et pendant la nuit, puis la nuit, ça vient, quoi. Ah, tout, voilà. Et je fais la chanson la nuit. Et pendant toute la nuit, ça a duré, quoi. Puis le matin, j'allais prendre un petit déjeuner chez la personne en haut et elle me dit, monsieur Madame Robin, dit, ah, sous-entendu, cette nuit, hein, vous avez chanté toute la nuit, vous feriez mieux de dormir. Ouais. Et c'était comme ça. Mais vous l'avez pas regretté, car cette chanson a été un déclencheur, Georges Chelon. Ah bah oui, ça a été il y avait plein de chansons avant qui ont bien plu, mais celui-là, ça a résonné dans les cœurs de pas mal, dans la mémoire et dans la vie de plein de gens, quoi. Et ça résonne encore, d'ailleurs. Hein. Oui, parce qu'elle est toujours à votre programme de récital. Oui, bon, j'ai essayé. Bon, ça fait un petit peu... je la chante un peu moins caverneuse, mais bon, les mots sont les mêmes, quoi. Et toujours avec l'émotion, parce que un père qui est parti, ben même quelques années après, on n'a pas oublié. Oui, oh ben, y en a d'autres qui ont repris, hein, Papa t'es où et tout ça. Mais finalement, ces chansons sont mélancoliques, mais on découvre au fil des mois que vous n'êtes pas quelqu'un de mélancolique, Georges Chelon. Non, au contraire, non, c'est pas mélancolique. Bon, bah, quand j'étais chez l'écurie, il m'avait mis élève mélancolique et taciturne. Bon, donc je devais pas être très gai non plus. mais non, je suis pas mélancolique, non, je suis pas bené, quoi. Voilà. Mais en même temps, votre notoriété progresse à cette époque-là, et surtout, vous allez rester, et vous restez encore, loin des sentiers habituels du showbiz. Bah, c'est pas tellement que je veux rester en dehors, c'est qu'on m'y met en dehors. On me met en dehors du sentier. Pendant un moment, bon, l'effet de surprise étant passé, bon, évidemment, il y a eu d'autres chanteurs qui sont arrivés, puis c'était 69, et 69, ça a ouvert une grande fenêtre hein, sur les autres, sur le monde. Or, moi, j'étais renfermé sur moi-même, bon, c'est évident. Et donc, j'ai pas pris du tout la mesure de ce qui se passait. Et par contre, musicalement, moi, j'étais limité à ma petite guitare, mes petits accords que je fais toujours maintenant. Hein. 50 ans plus tard, je fais les mêmes, un peu plus. Oui, mais ça marche encore. C'est le même, je n'ai pas progressé beaucoup. Mais en 69, il y a une ouverture sur le monde, surtout musicale aussi. Et la musique, elle a besoin d'ouverture. Donc, bon, c'était pas encore le rap, mais enfin, c'était ouvert sur les musiques dans d'autres pays, et moi, j'ai pas du tout été là-dedans. Et c'est là où il y a eu une fracture. En plus de ça, mon public commençait à avoir son bac, commençait à rentrer dans la vie active, est arrivé 69, et moi, j'ai pas pu, ou j'ai pas su, ou j'ai pas voulu, j'ai fait mon truc, et il y a eu une fracture là, et ça commençait un peu à débigoiser, quoi. Ça vous a pas empêché de continuer à chanter? Il y a eu l'Olympiade, il y a eu 2 Olympiades, un premier avec Alain Barrière, je crois. Oui, non, avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Oui. Et Mireille Mathieu. Après, il y a eu, j'en ai eu 2 Olympiades, j'en ai fait plein. Après, moi, je suis un rockman d'Olympia, j'ai fait 7 fois l'Olympia, moi. Oui, mais toujours avec votre guitare. Après, j'avais un orchestre quand même. Oui. Non, mais au début, j'avais un orchestre, Au début, j'avais non, c'était bien ficelé. J'ai eu la chance de tomber sur un directeur artistique fantastique, c'était René Van Est, qui est plus là, mais enfin c'est lui qui m'a pris sous sa coupe, et c'est grâce à lui. Puis après, ils ont formé un trio avec Lucien Soula, qui était éditeur, et Lavoute, Lucien Lavoute. Lucien Lavoute, il était premier prix de conservatoire de piano et d'harmonie. Oui. Hein, donc quand même, c'est pas mal. Et il croupissait, entre guillemets, chez Pathé Marconi en relevant des partitions là, pour faire des formats, enfin des trucs. Quoi. Et c'est extraordinaire, quoi. Donc, on a tous commencé ensemble. Aussi bien René Van Est, qui a un peu été périclité avec ses artistes qui étaient Tino Rossi, Luis Mariano, bon, tout ça, bon. C'était un peu déclin. J'arrivais, Lucien Lavoute débutait, Lucien Soula aussi. Bon, c'était une belle équipe. Et tant que j'ai pas mis la merde là-dedans, ça a bien marché, quoi. Après, moi, j'étais trop jeune, quoi. Ou alors j'avais la grosse tête, mais je m'en apercevais pas. Donc, bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. Oui, vous avez quand même fait des chansons comme celle-ci. Je m'appelle Sampa et j'ai des yeux qui parlent, un corps qui fait le fou, un cœur qui se remplit de tant et tant de joie qu'une caresse égale. Sampa, un chien. Alors, on n'est même pas encore dans l'époque où Bardot s'occupe des animaux. Et il y a Jean-Paul Steger qui, dans le journal Tintin, défend les animaux. Et vous, c'est une chanson sur Sampa, un chien. Et c'est assez rare aussi. Ah oui, il y avait Pato avant.
Oui, il y a mon vieux Pato de Bert Silva, Ouais, dans les années 20. Pato, Oui. D'ailleurs, j'ai eu un chien que j'appelais Pato après. Oui, ben lui, non, c'était un petit chien qu'une personne qui m'aimait bien nous avait donné, ma femme et moi, et qu'on a appelé Sampa, et qui s'est fait écraser en traversant le boulevard à Suresnes. Et voilà, donc j'ai fait cette chanson, ouais. De toute façon, moi, j'inventais rien dans mes chansons. Je faisais tout ce que je vivais, tout ce qui me touchait, tout. Voilà, j'étais pas très révolutionnaire en fin de compte. Ah, quand même, il y a quand même un poète que vous avez adapté, c'est celui-ci. Non. Goodbye, 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 goodbye. Vous avez adapté Léonard Cohen, ça dans Deux titres, celui-là et puis So Long Marianne. Bah, c'est un travail qu'on m'a donné entre guillemets. Peter Marconi m'a dit tiens, tu voudrais faire ça? J'ai dit pourquoi pas. Et au début j'aime bien travailler. Bon, j'ai raccourci. So Long Marianne est très longue, j'ai coupé en deux. J'ai rencontré après plus tard. J'ai rencontré, il m'a félicité, donc j'étais content. Il faut savoir que c'est l'un des plus grands poètes canadiens, Ouais. que ses chansons ont été reprises par 750 interprètes, et que vous êtes l'un des 750, et il fait partie des classiques. Et ce qui était fantastique avant, c'est que quand on adaptait une chanson comme ça de Leonard Cohen ou d'un autre, quand il a chanté quelque part, on touchait des droits. Ah bon? Ah oui, ça a duré un certain temps. J'avais des relevés de SACEM incroyables. Je disais c'est pas mal. Puis après, bon, ils ont dit quand même, faudrait pas faire ça pour pas parce qu'il a traduit qu'on lui donne des sous, quoi. Vous avez aussi chanté un autre poète, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 14 octobre 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec Georges Chelon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Georges Chelon. Tout à l'heure, nous évoquerons cet album qui est le 50e, je crois, la rencontre. Et là, on revient au 14 octobre 2004 avec la sortie d'un double album avec notamment cette chanson. Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir qu'un caveau pluvieux et musique de Georges Chelon, parole de Baudelaire quand même. Bah oui, il écrit bien. Oui. C'est un bon parolier. Les fleurs du mal. Ouais, les fleurs du mal. Bah, j'ai travaillé beaucoup avec une personne qui s'appelle Jane Champérage, qui était professeur de français, qui on est venu à travailler ensemble au niveau des galas, tout comme ça. Et elle a toujours dit, il y a un fond de Baudelaire dans ce que tu écris, tout ça. Moi, je connaissais pas Baudelaire, franchement. Je connaissais encore. Je connaissais pas vraiment, quoi, à part rien. Et elle me donne Les Fleurs du Mal, le bouquin, en librio. Et puis, je partais sur un bateau faire une croisière d'un mois. Faut savoir. Donc, je prends ma guitare, bien sûr, je prends l'ordinateur pour m'amuser pendant un, et je prends le bouquin. J'arrive sur le bateau, je sais plus quoi, quelle grande ville, je sais plus quoi, ou à Rio, tout comme ça. J'ouvre mon ordinateur, il marche pas. Donc il me restait plus que ma guitare et Les Fleurs du Mal. Et j'ai commencé. Et j'ai commencé par des profondistes à ma vie. Comme ça, ça s'est ouvert comme ça. J'ai pris ma guitare et c'est sorti tout seul. C'est extraordinaire. Et à l'époque, on n'avait pas les iPhones, des trucs comme ça. On ne pouvait pas enregistrer. J'étais malade. Comment je vais tout perdre. Il y a un gars qui avait un gros magnétophone. J'ai réussi à enregistrer. C'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'univers de Baudelaire sans le connaître. Heureusement. Parce que, en fin de compte, si j'avais connu Baudelaire comme on devrait le connaître quand on adapte, quand on fait des chansons, j'aurais jamais osé, quoi. Oui, parce qu'il faut savoir que Les Fleurs du Mal, c'est un recueil qui a fait scandale. C'est un journaliste du Figaro, d'ailleurs, qui a déclenché le scandale. Il y a eu un procès et il a dû censurer 6 textes jugés amoraux pendant des décennies. Oui, le laitait et tout. Enfin bon, c'est oui, il était mort de. Oui, il était pas content. Hein. Il n'a pas été content. C'était un super personnage. Moi, je l'ai connu après coup, enfin Baudelaire. Mais je l'ai connu comme moins que tous ceux qui sont spécialistes de Baudelaire, et quand ces spécialistes ont entendu mes chansons, ils ont crié au scandale, que j'avais dénaturé tout, ce que je crois pas.
Et puis, ils m'ont reproché, si on veut, d'avoir mis Baudelaire en musique, ce qui est un peu bête, parce que ça a été fait 100 fois. C'est même de son vivant, déjà, puis il est au Ferré passé devant et tout ça. Donc, c'est pas vrai du tout. Et Baudelaire a écrit plein de poèmes en partant de peinture. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas mettre la peinture en poème et qu'on puisse pas mettre en musique ces poèmes. Ce qui est d'ailleurs est le cheminement de la pensée de Baudelaire, qui disait que tous les sens sont communs et s'entremêlent. Donc, il n'y a pas de raison de m'en vouloir d'avoir mis Baudelaire. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait de plus beau. Et il y a eu, je crois, 43 poèmes mis en musique. Ah non, il y en a 150. Oui, mais vous en avez fait... J'ai fait La Fleur de Mal totale. Moi, j'ai 150. J'ai fait 150 parce que j'ai commencé par pour faire un disque. Et puis on m'a dit, non, c'est pas assez. Alors j'en ai fait un peu plus. Puis après, j'en ai fait 2. Puis après, j'ai dit, je vais tout faire. J'ai fait tous les plus longs, Le Voyage qui dure 4 pages. Et j'ai fait le plus court qui dure une strophe. Non, j'ai tout fait. Et vous avez même fait un spectacle autour de ça. J'ai fait un spectacle à l'Essaillon, oui, j'ai plus que ça, même j'en ai fait. De temps en temps, dans mon tour de chant, je chante tout le temps le L'été, ou le Jeu, ou je chante l'invitation au voyage, ou voilà, je chante tout le temps un truc, ouais. Mais en même temps, le public découvre ça avec bonheur, parce qu'on ne connaît pas forcément les poèmes de Baudelaire. Oh pas tout, non, c'est sûr. À part l'invitation au voyage et l'Albatros, on a du mal, quoi. Et il faut savoir qu'il était tellement provocateur, Baudelaire, qu'il était l'ennemi des académiciens français. Il s'est quand même présenté à l'Académie française. Oui. Il n'a pas été reçu. Ça, le contraire aurait été étonnant. Et dans votre répertoire, il y a aussi des chansons libertines comme celle-ci. En revenant du camp de Chalon, Brinzingue, la Faridondon, j'ai rencontré Marie Suzon, vinaigre et moutarde, chapeau de cocu, mais ta langue et ta barbe et ton nez dans mon Alors ça, c'est pas prélude. Non. Voilà. Comment vous êtes arrivé à faire des chansons libertines? Chez la maison de disques PM, là, il y avait François Dacla qui m'a dit... j'ai commencé par faire un disque un peu libertin, mais gentil, avec la salopette, enfin des trucs que je faisais moi, quoi. Donc c'était pas... Il me dit, pendant que tu y es, tiens, il y a l'anthologie de la chanson des textes érotiques... t'as qu'à mettre, alors j'ai pris l'anthologie qui était assez grosse, puis j'ai pris des textes, puis j'ai fait un double album comme ça avec. C'est marrant. Mais vous avez toujours surpris, c'est-à-dire que Colette Renard avait fait ça aussi. Mais j'ai fait un disque pour enfants parallèlement, hein. Oui, mais pas avec les mêmes. Et les chansons libertines, Colette Renard a eu son plus gros succès avec ses chansons Gaillarde et libertines. Ouais. Et c'est Guy Breton qui avait retrouvé les paroles, il y avait eu des musiques dessus, et le public de Colette Renard avait crié au scandale en disant, avec la classe que tu as, tu ne peux pas chanter ça. C'était son plus gros succès. Non. Moi, j'ai fait le disque libertin. Là, il y a que des poètes. Il y a La Fontaine, il y a Molière, il y a Victor Hugo. Victor Hugo. Il y a que des gens connus. Hein. Il y a que moi qui. Alors, quand vous dites que vous avez un petit peu pas fait des conneries, mais ça veut dire que vous avez un petit peu pris un mauvais tournant à un moment. Oui, je suis pas doué, j'étais pas doué pour les relations publiques, quoi. Je sentais pas le truc. Je me suis fâché avec mon impresario bêtement, et ça a été un tournant. Je me fâchais tout le temps, quoi. En fin de compte, j'étais pas bien dans ma peau. J'ai jamais été bien dans ma peau, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je chante, hein. Si j'étais bien, il y a des peuples heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est pareil pour les gens. Et donc, j'étais pas doué. Ce qui m'a sauvé au début, c'est cette formation avec René Van Est, Lucien Lavoute, qui m'ont entouré, quoi. Puis quand j'ai commencé à prendre un peu de l'envergure, je me suis fâché, pas vraiment avec eux, mais avec d'autres, oui. J'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. Mais je ne pouvais pas faire ce qu'il fallait. C'était impossible. C'est parce que c'est ce qui m'a fait continuer à chanter. Le fait d'avoir été éjecté par ma faute ou par ce qu'on veut, ou par les événements, fait que, me ressentant tout seul, j'ai continué à écrire. À un moment donné, je me retrouvais, moi qui au début avait 4 musiciens, des trucs, des sonos, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer, je me retrouvais avec ma petite voiture, ma petite sono, j'ai fait des petits cabarets, des petits machins, j'ai recommencé à zéro, quoi. Mais j'ai jamais quitté, quoi. J'ai toujours eu... Si je fais pas de chansons, je vis pas, quoi. Voilà. Et en plus, le public suit à chaque fois. Le public, ça me nuise, hein. Je veux dire, maintenant,
C'est difficile parce que on prend de l'âge, donc les endroits où on allait, parce que le directeur ou le gars, le président de telle association ou telle salle ou tel machin ou dans la mairie, il avait mon âge, enfin il me connaissait quoi, donc il me prenait. Maintenant il est plus là, donc le jeune qui arrive derrière, qui a 30 ans, il me connaît pas, moi ou un autre quoi. Donc tout ça c'est plus ça marche plus quoi, ça fonctionne plus. Donc petit à petit on est poussé vers la sortie sans le vouloir et sans que personne ne s'en aperçoive, en fin de compte. Oui, mais vous continuez quand même avec ce nouvel album. Ah bah, je persiste. On est en 2022, vous avez commencé en 64, ça fait quelques années. Oui, je disais, mon président que j'aime, Christian Tarle, chez EPM, il me disait, il faut qu'on fasse ton intégrale parce que tu le mérites et tout. Je dis oui, mais ça fait quand même 600 chansons, quoi. Oui. 650. Je dis, bon, si on les prend les 650... ça va coûter cher, quoi. Donc, on attend que je meure, ça coûtera moins cher. Ça coûtera moins cher. Mais vous êtes en pleine forme et le sport est peut-être pour quelque chose. Vous avez fait partie d'une équipe légendaire, les Polymusclés. Alors, ça a débuté avec des Polymusclés. Après, j'ai créé avec Vendroux, je précise bien que les Variétés Football Club, on l'a créé, j'ai habité sur Rennes. C'est moi qui ai trouvé le Football Club. 10 ans plus tard, il y a eu une scission. Vendroux a fait avec d'autres personnes, a fait les Variétés France Club, non mais je dis tiens parce que on est à l'origine, et je suis à l'origine historiquement des variétés connues sous le nom de Variétés France Club. C'est-à-dire que ce sont des copains qui se réunissaient, des gens célèbres, pour jouer. Oui, on jouait avec on jouait avec les Polis, on jouait avec les Va-Nu-Pieds, mais bon, on n'avait pas le niveau. Ils n'avaient pas le niveau technique qu'on avait, donc on s'est dit, on va faire une équipe qui joue mieux au ballon. Oui. Mais malgré tout, il faudrait qu'on ait des gens qui soient un petit peu en vue, quoi. Donc, bon, il y avait Godvalès, il y avait Drucker, il y avait Drey, il y avait plein de gens connus, moi, Romuald, et puis j'en oublie bien sûr en passant. Et voilà, on avait fait une équipe cohérente avec autour aussi d'anciens footballeurs, des mecs qui jouaient bien, quoi, qui nous aidaient, quoi. On a duré 10 ans comme ça. Voilà, 10 après, ans. bon, ça s'est changé en Variété France Club, quoi. Voilà, mais vous êtes toujours là en tant qu'enfant de la balle, justement. Et on en parle avec une autre date, le 7 janvier 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Georges Chelon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Georges Chelon. On a parlé de votre parcours passé, de tout ce que vous avez fait depuis 1964. Et là, en 2022, vous êtes toujours là, puisque le 7 janvier sort un album qui s'appelle La Rencontre. D'après mes calculs, c'est le 50e ou le 51e? Oui, ça fait beaucoup, oui. Ouais. Ça fait beaucoup. Mais vous êtes le premier surpris. Mais bon, on a été... ce qu'il y a, c'est... On n'a pas parlé d'un truc important, c'est du numérique. Oui. Parce que quand j'ai commencé, les structures pour enregistrer étaient conséquentes. On était chez Pathé Marconi. Il y avait d'abord un 2 pistes. Après, ça fait deux pistes. Ça fait 4. Après, il y avait 4 pistes. 4 x 2, 4, 8. Après, 16 pistes. Enfin bon, tout ça, c'est monté. Avec des studios où on prenait un temps fou. Enfin bon, ça durait longtemps. Il y avait une structure qui coûtait cher. On était dans une maison de disques. Alors, j'ai été chez Pathé, j'étais chez Barclay. Et puis après, c'était difficile si on n'avait pas une maison de disques pour faire des disques. Ouais. Et est arrivé, heureusement, d'abord EPM, une maison qui m'a pris depuis des années. Et puis aussi l'avènement du numérique. Le fait que chez soi, avec un ordinateur, on puisse remplacer, entre guillemets, un studio. On a pu faire des disques plus ou moins de bonne qualité, avec peu de moyens. Et c'est ça qui a sauvé pas mal de gens, et c'est ce qui m'a sauvé, entre autres. Voilà, et dans ce nouvel album enregistré donc chez vous, chez moi, chez mon Pierre-Louis K, qui est mon musicien et ami depuis 77, et qui sait bien manier les ordinateurs et tout ça, et c'est grâce à lui aussi que tous les deux, on a pu arriver à exister encore, quoi. Ouais, et vous existez avec cet album et cette chanson, La Rencontre. Au bout du compte, c'est la rencontre qui fait que dans la vie tout commence et finit. Au bout du compte, sans la rencontre, la vie c'est tout sauf la vie. Les paroles continuent à venir régulièrement, comme ça. Vous ne pouvez pas rester sans écrire, Georges Chelon. Parfois j'essaye. Oui. Mais bon, à un moment donné, ça sort. Quand je fais un disque comme ça, je me dis, bon, c'est le dernier, quoi. D'ailleurs, j'ai fait une pochette où on me revoit au débutant. Mais pourquoi ?
Parce que je me reconnais pas. Quand je me regarde une glace ou quand je vois une photo de moi maintenant, je me reconnais pas. Donc, tant qu'à faire, autant me mettre jeune. Il y a pas de, je me reconnais plus. Mais alors je me dis bon c'est le dernier quoi, parce que là j'ai plus rien à dire, ce qui est vrai peut-être. Hein, on tourne un peu en rond. Hein, c'est vrai que tout a été dit, tout s'est dit 100 fois, 1000 fois depuis toujours. Donc on fait que retrouver d'autres mots pour dire les mêmes choses. Et puis, mais bon. À un moment donné, pof, il y a un sujet qui avec le temps est de plus en plus présent. C'est la fin, c'est la mort, quoi. Donc, mais il faut l'apprendre. Alors j'ai fait des tas de chansons là-dessus, sur différents angles, c'est marrant. Et puis après, je parle d'autres choses. Non, et puis ça m'occupe. Ça m'occupe la tête, ça occupe les doigts, ça me fait. J'ai toujours vécu en faisant ça. Je roule, je pense aux chansons, je marche, je pense. Voilà, c'est un autre moi-même, c'est ma façon d'exister. Si j'étais pas ça, je sais pas ce que je ferais. Ah ben, on se demande, vous ne chanteriez pas par exemple ce titre qui est dans cet album, je crois que c'est trop petit. On me donnerait au vu de mes chansons le bon Dieu sans confession. On me croit généreux et le cœur sur la main, un vrai Saint-Martin qui partagerait sa tunique, c'est bien pour aider son prochain, qui céderait au moment de sa mort ce qui fonctionne encore. Trop poli, vous êtes trop poli, mais vous êtes honnête. Ah oui, on a toujours une image, on donne une image de soi qui n'est pas toujours la bonne, quoi. Oui, on n'est pas soi-même tout le temps, quoi. Heureusement. Vous êtes vous-même à Barbizon, c'est un village de peintres où vous vivez depuis des années. Oui, depuis des années. C'est un copain, c'est Bernard Sauva qui m'a emmené là-bas. Le professeur est un rêveur. Le professeur est un rêveur qui m'a emmené là. Alors j'ai rencontré lui, Herbert Léonard est arrivé, avec Didier Lecoud aussi malheureusement qui n'y est plus. Donc c'est un village de peintres et de chanteurs. Et vous êtes peintre aussi? Oui, ouais, j'ai toujours peint plus ou moins. Mais peindre c'est vraiment un métier. C'est difficile. Mais la chanson, c'est rien par rapport à la peinture. Vous avez fait des expositions quand même, Georges Chelon. Oui. Non, mais peindre, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais pouvoir arrêter d'écrire et de peindre, mais ça se fait pas comme ça. Peindre, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on peut faire n'importe quoi, mais bon, n'importe quoi, c'est pas peindre, quoi. Et puis on n'arrive pas à faire n'importe quoi. Non. C'est ça qui est fantastique. Ils ont dit tiens, je vais faire n'importe quoi. J'ai pas n'importe quoi. Mais non, on peut pas. Non. Il y a des peintres qui font n'importe quoi. Non, mais c'est oui. Si on cherche à faire n'importe quoi et qu'on y arrive, c'est que déjà, c'est pas n'importe quoi. Et puis dans cet album, il y a une chanson étonnante. C'est celle-ci, Jamais contente. Quand on se garde réservé de mettre la main où vous savez, oh, les pas contentes. Qu'on l'y mette, on est aussitôt un pince-fesse, un rigolo. Oh, est emmerdante. Mais ça, c'est une chanson de Georges Brassens. Oui, c'est un texte. J'étais en relation avec le président des Amis de Georges Brassens, et puis un jour, il m'a offert un gros bouquin. Il y a tout ce qu'il a écrit. Et dedans, il y a 2 textes, La Camarde et Jamais contente, qui n'ont jamais été mis en musique. Et je suis tombé dessus, et puis bon, j'ai dit tiens, pourquoi pas. J'ai bien mis au Baudelaire, je peux bien mettre Brassens. Donc là, c'est un des textes de Brassens qui s'appelle Jamais contente. Et comment ça se fait que ces chansons n'aient jamais été mises en musique ? À ma connaissance, non. Maintenant, La Camarde, ça m'étonne pas trop parce que c'est un sonnet. Et donc, c'est bancal pour faire des chansons facilement, mais moi j'aime bien. Depuis que je me suis coltiné Baudelaire, entre guillemets, je peux faire Brassens. Et moi, Jamais contente, par contre, je pense que ça a dû être fait ou chanté. Il n'y a pas de raison, mais bon, ça fait. Apparemment, il n'existe nulle part. Non, il n'existe nulle part, ouais. Et Serge Cazzani, je crois qu'il est le neveu de Brassens, vous a donné un feu vert enthousiaste. Ah ben oui, après, il faut demander l'autorisation quand même à ceux qui sont... récipiendaires des textes. Mais alors, est-ce que vous imaginiez que Brassens aurait une telle postérité que lorsque vous l'écoutiez, voici quelques décennies, Georges Chelon? Oh oui, je pense. Brassens, c'est un peu. Sinon, moi j'adore Brel. Brel, pour moi c'est le frisson, quoi. Brassens, c'est un frisson intellectuel. C'est pas je trouve pas de poésie dans Brassens. Si on veut.
c'est une poésie intellectuelle, ou alors c'est une poésie de textes qui sont pas de lui, en fin de compte. Lui, c'est un fabliau, quoi. C'est un gars qui fait des fabliaux. En même temps, c'est fabuleux parce que pour faire ses chansons, quelquefois, il faisait 10 musiques différentes avant d'accorder les paroles et la musique. Oui, mais il a raison, oui. Mais ça, c'est normal. Quand on fait des chansons, il faut être pointilleux. Non, mais c'est sûr, sinon, c'est pas fini. Les chansons de Brassens sont abouties, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas enlever un mot et en mettre un autre. Tout est abouti, tout est... Il travaillait pendant un an, il travaillait à son texte, machin. Non, ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a peut-être pas, si on veut, la liberté qu'un Brel a de se lancer avec des mots qui sont simples, quoi. Plus simples, plus faciles. Enfin bon, c'est tout à fait, c'est l'opposé. Donc, moi, j'essaye de me situer au milieu. Voilà, et au milieu, en peaufinant vos chansons, Georges Chelon, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul mot qui a changé. Ah ouais, monsieur Long, hein. Moi, quand je suis en train d'en faire une en ce moment, ça me dure... Je fais très vite, je fais le texte, je me dis, oh, c'est formidable. Bon, puis je dis là, tiens, c'est peut-être pas, on pourrait faire mieux. Puis là, on pourrait faire mieux. Puis là, c'est bien, là, c'est bien. Alors bon. Ah ben non, mais là, ça va pas. Heureusement qu'il y a l'ordinateur, hein, parce que sinon, avant, j'écrivais tout au stylo, sur un papier. Ouais. Mais comme c'était pas bon, quand c'était pas bon, je froissais. Donc je recommençais depuis le début pour arriver à l'endroit où je m'étais trompé, où j'avais fait autre chose. Et là, je passais le cap, mais la phrase suivante, je me trompais. Donc je refroissais. Donc je faisais c'était très long. Mais maintenant, avec l'ordinateur, c'est fabuleux, parce qu'on peut... Ah, c'est fabuleux. Alors, dans cet album, La Rencontre, Georges Chelon, il y a un bonus, c'est-à-dire que vous avez enregistré 13 chansons où vous rendez hommage à une génération mythique de chanteurs qui ont marqué votre vie. Oui, ça s'est fait avec un monsieur qui s'appelle Campistron, qui était dans la guilde de musique, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin... Sélection du Reuters Digest. Voilà. Et de temps en temps, il m'appelait en disant, tiens, ça t'intéresse de chanter Brel ou de chanter Brassens. Alors j'allais en Belgique, c'était en Belgique. Et là, c'était pas facile parce que, bon, l'orchestre était déjà fait, on prenait ma tonalité, donc la bande sonore était faite, orchestrale, et moi je chantais, mais il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant, on peut pas rattraper, quoi. Il fallait chanter tout d'un coup, on ne chantait pas, quoi. Donc et je me disais, ça doit pas être terrible, et puis en fin de compte, j'ai revu Campistron, ce disque-là est sorti, je me suis dit, ça c'est dommage, ce serait dommage de pas les mettre, puisque c'est mon dernier disque. Oh, pour l'instant. Et voilà, et j'étais étonné de la qualité d'enregistrement. Voilà. De chansons. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des coffrets sélection du Reuters Digest qu'on pouvait commander par la poste. Alors, il y avait une astuce que beaucoup ont compris. On commandait, on payait pas, et il y avait soi-disant un huissier qui vous réclamait l'argent. Mais cet huissier n'existait pas. Ah bon? Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont procurés ces collections sans débourser un centime. C'est pour ça qu'il y en a plus. Exactement. Et bien justement, parmi ces chansons qui sont en bonus, il y a celle-ci. Au bal, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là, rien qu'une inconnue. Francis Lemarque, qui n'est pas vraiment votre univers au départ, il a travaillé avec Prévert, avec Montand, mais vous l'avez enregistré et avec bonheur. Oui, quand j'ai enregistré, le but de ça, c'était de chanter des chansons comme qui étaient vraiment qui étaient marquées par la voix du créateur, quoi. De les chanter d'une manière à ma manière, quoi, comme si je les avais faites moi-même. C'était ça qui était intéressant, quoi. Et Francis Lemarque a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Et il a commencé avec son frère, les frères Marc. Et ensuite, il est devenu Francis Lemarque et il chantait des chansons de cow-boy avant de rencontrer Prévert. Et Prévert, justement, vous lui rendez hommage aussi dans cet album. Ah oui, oui, on m'a demandé aussi de faire des... Bon là, c'était des musiques qui étaient déjà existantes, mais enfin bon, c'était pas carré, hein. Franchement, alors là... on a remis ça un petit peu d'une manière plus conforme avec Pilou, parce que c'était pas vraiment écoutable. Et oui, puis voilà, c'était bien. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle Chanson, texte de Prévert et musique de Cosma. Nous aimons et nous vivons et nous aimons. Et nous ne savons pas ce que c'est. Prévert, vous l'avez rencontré, Georges Chelon? Non, pas du tout. Non, c'est François Leclac qui m'avait dit un jour, tiens, il y a des textes, on fait une anthologie, est-ce que ça t'intéresse de chanter ça?
Moi, je chantais tout, moi j'aime bien. Moi. Ouais. Mais Prévert, c'est aussi un monument de la poésie. Oui. Là, de ce côté-là, tout est carré. Ah oui, il n'y a pas de problème, oui, c'est carré. Mais il y a tellement de formes, tout est poétique, donc, si on veut. Hein, donc, dès qu'on aime quelque chose, ça devient de la poésie. Hein, c'est pas qui crée la poésie, c'est celui qui l'a fait ou c'est celui qui l'écoute ou qui la voit, on ne sait pas. Hein. Et Prévert vivait dans un appartement de la cité Véron que j'ai visité un jour. Et dans l'escalier, il y avait un petit cheval en bois offert en 1954 par François Mitterrand à Prévert. Pourquoi, pourquoi on n'a jamais su. Un amoureux des lettres. C'était son dada. C'est exactement. Alors cet album, c'est le point de départ d'une nouvelle tournée parce que vous continuez à faire de la scène. Je continue dans la mesure du possible. Si on me demande, je viens avec plaisir. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de faire des tournées fabuleuses, des tournées... Achetendre, ça oui. C'était vraiment un grand souvenir, quoi. C'était la dernière grande tournée que j'ai faite, moi et puis d'autres qui ont participé. Ce qui était fou, c'est que j'arrivais avec ma guitare, alors qu'il y a tout un orchestre, tout le monde passait là, et moi j'arrivais, toi là, et c'est ce qui donnait le charme, quoi. Voilà. C'est ce qui faisait la force, quoi. Et dans ce nouvel album, il y a une chanson qui ne correspond pas à la réalité puisqu'elle s'intitule « Restons-en là ». Je ne dis pas, je vais tourner la page et que demain sera un autre jour, ni que le vent dissipe les nuages. Je ne dis pas que je ne crois plus en l'amour. Je ne dis pas, je vais c'est faire vrai que des ravages. On va pas en rester là, vous allez continuer à chanter, Georges Chelon. Moi, tant qu'on me demande, je vais chanter, bien sûr, mais c'est vrai que c'est difficile parce que comme on chante pas, quand je dis on, c'est tous les gens de ma génération, si on veut, on n'est pas tellement sollicité. C'est quoi quand on a une sollicitation, un passage, ça devient comme il faut recommencer, il faut réapprendre, il faut tout le temps... parce que sinon, on perd les doigts, la mémoire déjà, donc les doigts perdent aussi les accords. Enfin bon, il y a tout un travail qu'il faut entretenir, sinon il faut apprendre tout le temps. C'est pas facile. On doit chanter 1 heure, 1 heure et demie, ce qui était très long. Tout ça. Mais moi, de toute façon, mon problème, c'est que j'ai des trous. Hein. Bon, de toute façon, je le sais, mais mon public aussi le sait. Ouais. Et quand je me trompe pas, il est pas content. Et plus je me trompe, plus il est content. Ben voilà. Parce qu'il se dit, tiens, il est comme nous. Voilà. Et le public, il est toujours là pour vous écouter. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai un public formidable. Il fait des kilomètres. Hein. Je vais chanter dans un endroit, il y en a qui font 600 kilomètres, qui viennent écouter, qui en font 600 pour repartir, machin, qui viennent en caravane. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui profitent de mes galas pour visiter la France, quoi. Voilà. Il y a des trous, hein. Ils tombent dans des trous. Vous n'auriez pas pu visiter si je ne chantais pas dedans. En tout cas, vous continuez à chanter et ces fans, justement, qui vous suivent partout, écouteront cet album La Rencontre et vous écouteront sur Sud Radio, puisque cette émission est podcastée. Et peut-être qu'un gentil organisateur dans le coin va me dire, tiens, il vit encore, on va le faire venir. Ah, voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci, Georges Chelon. Cet album, c'est La Rencontre. Une belle rencontre, mais encore. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.